sur la question d'habitabilité du terrestre, parce que l'habitabilité du terrestre est devenu un prisme un peu de lecture des territoires dégradés. Donc en tant que architecte paysagiste, on mobilisait sur des territoires qui étaient souvent des sites pollués, des sites post-industriels, des territoires en ruine. Donc ça fait référence aussi aux paysages en ruine dont parle Lamartine. Toujours dans une optique de les réparer et les réparer par le vivant. Donc ça pose plein de problématiques déjà en termes de conception, c'est-à-dire ça veut dire quoi réparer, par rapport à quel référentiel, mais aussi comment on intègre cette question du vivant à l'aménagement, comment on n'est pas dans un aménagement du vivant, mais on intègre l'idée du vivant à l'aménagement. Donc voilà, on était autour de ces questions. Et notamment sur les questions, sur les territoires, comme là, c'est la vallée de la Chimie, sur un territoire sur lequel on va travailler avec l'agence base, la question de la pollution, de la fertilité, enfin un invisible du territoire, c'est-à-dire le sol, ce qu'il pouvait porter, était au cœur de la réflexion, mais sans jamais être représenté. Donc ça, c'était un premier déclenchement de comment on peut... on constate que nos outils ne sont pas... sont perfectibles et peuvent être un peu manipulés, changés pour donner à voir un peu la data de base qui était la problématique. Du coup, par exemple, Frédéric, en tant qu'historienne des sciences, elle a ramené des références comme celle de Hooke, qui est Robert Hooke, en 1665, qui a inventé le microscope et qui a aussi écrit Micrographia. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a inventé l'outil, mais aussi produit toute une imagerie liée à ses observations. Donc ici, c'est le paysage de la moisissure. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on change de focale, on redécouvre ce qu'il y a autour de nous avec un nouvel œil, un nouveau regard. Et c'est un peu sur ce principe qu'on a construit nos outils cartographiques comme différentes focales pour aller chercher des choses qui n'étaient pas représentées. Donc voilà, ça c'est un des modèles. Et ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire comme une lentille optique, c'est posé sur un territoire et ça génère une carte. Donc quand je dis ça génère une carte, c'est pas en fait un bouton sur lequel on appuie, c'est lié à une enquête, c'est lié à tout un travail d'exploration et c'est dessiné après petit à petit, mais en tout cas l'idée que c'est que depuis ce modèle on puisse générer une carte, c'est propre à chacun des chapitres de Terraform. Donc voilà, en fait, on s'est demandé comment on pouvait faire voyager cette lentille optique, comment la transformer, d'abord avec cette question du sol, puis après avec la question du point de vie, des paysages vivants, de la frontière, de l'espace-temps, des ressources et de la mémoire. Et en fait, au départ, on avait juste une liste comme ça de sujets qui étaient vraiment extraits de nos questions d'aménageurs, je mets des guillemets bien sûr. Par exemple, la question du sol, qui est vue que par le foncier et pas par ses profondeurs, les rapports temps-espace, le temps de la ville qui ne coïncide pas avec le temps du vivant, qui ne coïncide pas avec le temps en fait, de la fabrique de la ville. Donc voilà, c'est des synchronies. La question des échelles, dans quel bassin on est, dans quelle frontière on est, dans quel espace on est. Voilà, je ne les ferai pas tous, mais en tout cas, ça c'était vraiment les points de départ très concrets en fait, de ces planètes fictionnelles qui sont devenues après ces outils cartographiques. Et donc je vais commencer par parler du sol, puisque c'était vraiment le premier mouvement, notamment parce qu'en fait on s'inscrit quand même dans une ère qui est l'Anthropocène, donc sans rentrer dans les discussions de définition de l'Anthropocène, nous on l'utilise, enfin en tout cas moi je l'utilise comme un peu un référentiel générique, puisqu'il y a eu plein d'autres traductions, enfin réinterprétations ou réinventions autour de l'Anthropocène, le Capitalocène, le Chthulucène, mais en tout cas l'Anthropocène, ce qui nous intéresse, c'est aussi que ça part en fait des sciences dites dures, avec cette découverte de Paul Crutzen, et ça se déplace vers les sciences sociales, et maintenant vers l'art et l'aménagement. Et en fait, à chaque fois que ça se déplace, et notamment vers les sciences humaines, grâce à Bruno Latour, ça pose d'autres questions, celle de l'argumentation, celle de se positionner en tant qu'architecte dans un monde qu'on reconsidère complètement autrement avec l'hypothèse Gaïa. Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce déplacement, ce glissement,
et comment en fait on s'inscrit dans l'Anthropocène, dans l'idée qu'on est quand même dans une période d'incertitude, dans un sol mouvant où les repères sont à réinterroger en tout cas, et qui est surtout pour nous à la fois évidemment la question de la crise climatique, mais aussi la crise des représentations, puisque cette idée d'imbrication entre humains, non humains, de terre qui est produite par la somme en fait, ou par l'addition plutôt de tous ces vivants qui sont en interrelation, c'est quelque chose qui est très dur à représenter. Donc on utilise souvent cette image de Kircher qui montre un peu ce sol mouvant, foisonnant, et aussi violent avec ces éruptions, mais voilà, c'est quelque chose qui nous a guidés un peu dans notre quête ou contre-conquête spatiale. Et le premier geste qu'on a fait, en fait, c'était justement de s'interroger sur la flèche qui montre le nord en disant, ok, la carte topographique qui est un point de vue GPS et qui, en fait, est un peu un point de vue extérieur, un point de vue nulle part, comment on fait si on réoriente cette flèche, ce repère, vers la profondeur du sol, et surtout quelle matrice on peut développer à partir de ça, quelle lentille optique. Donc voilà, ça pose la question de quoi est fait ce sol, de quoi sont faites toutes ces couches, avec quel mouvement, quelle vibration on vit. Et en faisant ce mouvement-là, en fait, on s'est aussi rendu compte que, comme je disais au départ, l'humain ne s'est pas développé seulement en surface, en expansion, voilà, en surface du sol, mais vraiment aussi en profondeur, parce que quand on pense au premier puits, puis après aux mines, puis après au gaz de schiste, on voit qu'on est dans une conquête un peu des profondeurs. Plus on avance, plus on va profond dans le sol. Et ça, c'était quelque chose qui nous intéressait, parce que du coup, on n'est plus sur une lecture de ligne, une lecture surfacique, mais à chaque fois qu'on dessine quelque chose, c'est une ligne de paysage, qu'on lit une structure, c'est quelque chose qui est exponentiel à la fois en surface, mais aussi dans sa troisième dimension de la profondeur. Et pour, en fait, on a regardé dans l'histoire à quel moment on avait été à l'intérieur du globe. Donc là, c'est le géorama qui est présenté dans une exposition universelle. Donc on faisait, je ne sais pas si on va voir, mais voilà, on pouvait faire rentrer les visiteurs pour les mettre au centre, mais ça reste au centre d'un globe qui est retourné, mais qui nous laisse dans un... Enfin, on est au centre, à l'intérieur, mais qui nous laisse dans un extérieur du territoire. On est quand même en surplomb. Donc on s'est demandé comment on pouvait aussi essayer d'inventer un peu une nouvelle architecture de regard autour de cette expérience. Et donc on reprend ce globe, cette bille bleue, donc complètement extérieure. On s'est dit, ok, on va la couper en deux. Donc voilà, apparaît le noyau au centre. Donc ça, c'est une vue qu'on a déjà pu voir, qui est finalement celle de Kircher avec tous ces systèmes d'explosion. On voit que le noyau prend quand même, donc les roches profondes prennent énormément d'espace en termes de représentation par rapport à la question du sol sur lequel on vit. On a l'impression que c'est une épaisseur, mais c'est très très fin. Et l'atmosphère est aussi très fine. Donc ça, c'est déjà une chose intéressante. Mais du coup, en termes de représentation, on se rend compte que c'est compliqué de pouvoir représenter quelque chose avec cette si fine épaisseur. On a fait cette expérience de vouloir retourner en fait cette terre un peu comme un gant, en mettant l'atmosphère à l'intérieur, le sol du coup autour et le noyau à l'extérieur. Donc ça, c'est un mouvement, une sorte d'anamorphose, un mouvement de renversement qui va avoir plein de conséquences en termes de représentation. Donc déjà, on donne plus de part à la question des sols et de toutes les couches terrestres. Et oui, en fait, à chaque fin de chapitre, on réexplique un peu quel était notre geste, en fait, de comment on a créé notre lentille. Donc ça ponctue, en fait, tout le livre. Et donc, à partir de ce que je vous ai dit, on crée un modèle, on appelle modèle, donc peut-être que c'est quelque chose qui est discutable, peut-être que c'est pas un modèle, peut-être que c'est une matrice, voilà, c'est encore des choses dont on discute entre nous. Donc voilà, un modèle qui est un peu notre lentille optique qui va nous permettre de regarder un territoire différemment. Donc par exemple, là, c'est une carte qui a été faite à partir de données justement de la vallée de la chimie. Donc vous allez me dire qu'il n'y a pas de volcan dans la vallée de la chimie, certes, pour pouvoir montrer un peu l'effet de
de cet instrument. On a été volontairement dans un renforcement du geste pour montrer tout ce qu'on pouvait, enfin pour faire la démonstration de tout ce qu'on pouvait y voir. Donc on voit un volcan, on voit aussi le gaz de schiste, mais en tout cas le reste, c'est des datas qui viennent en fait de ce projet, donc qui montrent les pipelines, des choses qui n'étaient pas forcément visibles et qui ne sont pas visibles sur les cartes de planification ou les cartes de diagnostic. Donc ça pose des questions en fait de comment on se situe, comment on peut faire un projet d'aménagement à partir de la question des sols. Voilà, c'était ça l'idée. Et en fait, en faisant cette démonstration, en faisant ce test, en fait, parce qu'il faut comprendre que chaque manipulation, pour nous, ou en l'état, c'est encore des prototypes. En ce moment, on est en train de les tester justement dans des projets d'aménagement, auprès de scientifiques. On voit un peu jusqu'où on peut notre outil, on le teste on teste ses limites, on voit comment les améliorer, on le met à l'épreuve en fait. Ça, c'était vraiment une série de prototypes auxquels on invitait à venir, on invitait toute discipline à venir les tester avec nous. Donc voilà, à partir de cette carte de sol, en fait, on voit qu'il y a des organismes habitants, donc ça on pouvait s'en douter, les micro-organismes, les champignons, voilà, il y a des fossiles, donc il y a toutes les strates d'histoire, et comment en fait tout ça peut être chamboulé par les projets d'aménagement, mais aussi les grands projets d'infrastructure par exemple. Mais il y a aussi tous les objets hébergés, c'est-à-dire les objets que nous, on enfouit, soit volontairement, soit parce que justement on agit, ou qu'on on peut aussi oublier certaines choses. Donc voilà, il y a des organismes habitants, il y a des objets hébergés, et comment en fait tous ces entités cohabitent, comment elles survivent les unes aux autres, comment elles écrivent en fait une histoire des sols qui est de toute façon chamboulée. Donc c'est ça qui est intéressant. Une autre chose en fait, c'est que en faisant en mettant l'atmosphère au centre, on voit qu'on n'est plus dans un espace infini où ce qu'on jette, où ce qu'on projette à l'extérieur de notre monde disparaît dans un univers immense, mais on insiste sur l'effet boomerang de par exemple les effets de pollution qui nous reviennent en fait, voilà, en effet de circulation. Donc il y a cet effet qui était volontairement accentué de dire que ce n'est pas un espace vide, qu'il est peuplé de plein de choses, de particules, mais aussi de tous les effets et les phénomènes que nous on crée en fait et qui nous reviennent. Voilà, donc c'est un des premiers effets. Le deuxième, c'est de montrer un peu cette épaisseur du sol en déployant en fait depuis la surface, grâce à des alternances de coupe et de vue en plan, tout ce qui peut s'y passer. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est aussi de montrer en fait cette épaisseur de la zone critique. Donc, on appelle zone critique, et ça c'est développé par des scientifiques du réseau OSCAR par exemple, et Alexandra, dans le cadre de sa thèse sur la cartographie, elle travaille énormément avec les scientifiques de la zone critique, avec notamment ces instruments-là de cartographie. Ce que ça donne à voir, c'est cette épaisseur de la zone critique, c'est-à-dire l'épaisseur où en fait se concentre toute la vie, des sous-couches de terre jusqu'aux roches, jusqu'à la basse atmosphère, c'est-à-dire quelque chose de très fin à l'échelle planétaire, mais qui en fait est très riche et on appelle zone critique parce qu'elle est mise en danger. Donc la question c'est aussi de maintenir une sorte d'équilibre pour pouvoir maintenir une habitabilité de cette zone critique. Donc voilà les trois effets par exemple de cette première anamorphose. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Aurélien? Non? Si tu veux. Pour revenir sur ce que je disais en introduction, c'est que tout ce que tu viens de dire, ça montre bien en fait les enjeux contemporains de la représentation. C'est-à-dire au-delà même de ce qui est moi plutôt ma tradition, c'est-à-dire la fin des grands récits et du postmodernisme, il y a un enjeu qui est en fait pratique, efficace, opératoire en fait à la représentation, et qui n'est pas simplement de l'ordre du storytelling ou de la mise en récit. Même si, on y reviendra après, mais même si la question du récit, c'est une question importante aussi, parce qu'elle permet les travaux de Frédéric et de Petit, d'ailleurs, là-dessus, dans les Contes de la Lune, par exemple, en sont un bon exemple. C'est-à-dire le récit, la fiction, c'est aussi ce qui permet de se représenter et d'appréhender, du coup, une réalité. Mais il y a aussi un effet, dans la représentation, un effet opératoire à rechercher. Et je trouve que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappé
dans Terraforma et dans les cartographies potentielles que vous avez créées et élaborées, c'est cet effet de... Alors tu dis l'anti-optique, oui, enfin en tout cas, c'est comment vous avez rendu visible quelque chose qui jusqu'alors ne l'était pas, ou en tout cas était mis de côté, et donc sous-représenté ou non représenté. Oui, effectivement, quand je parle de l'anti-optique, c'est presque une métaphore, c'est ce qui nous a guidés dans la façon dont on a construit les choses, mais oui, ce n'est pas une anti-optique. Mais en tout cas, Terraforma, c'était aussi, ça se basait sur l'hypothèse que si on échappait, enfin, on n'arrivait pas à se représenter les phénomènes d'érosion des sols, d'épuisement des ressources, d'accélération des espaces urbains, enfin, ces phénomènes dans lesquels on est pris et qu'on n'arrive pas forcément à ou réguler, ou parce que voilà, c'est pas régulable. En tout cas, des phénomènes qui s'intensifient, c'était peut-être parce qu'ils nous échappaient, parce que nos systèmes de représentation, de par leur échelle, de par leur durée, de par leur ampleur, ne permettaient pas de les représenter. Donc c'était vraiment ça la base de Terraforma. Et en fait, donc, ces 7 modèles, je suis passée un peu vite tout à l'heure, mais chacun des modèles envisage une question précise à partir d'un problème. Et on a volontairement voulu être transparente sur les étapes de fabrication de chacun des modèles pour que n'importe quelle discipline ou n'importe qui ou n'importe quel lecteur, concepteur ou pas, puisse s'en saisir et les démonter, les refabriquer. En fait, c'est aussi une idée de pouvoir rendre autonome, de donner de la liberté sur la question de la représentation, en fait. Et du coup, chaque nouvelle focale redessine un territoire. Il y a quelque chose aussi qui était intéressant, c'était qu'en fait, on est vraiment... donc je peux parler de la grande hypothèse du fait que peut-être que c'était par nos systèmes de représentation... le fait que nos systèmes de représentation n'étaient pas optimum, certains phénomènes nous échappent, mais on est parti de questions précises, à chaque fois en se posant la question de « et si ?» Et si on regardait le sous-sol? Et si le territoire était un terrain de vie? Donc ça, on va y revenir plus tard. Et si le paysage était fabriqué par le croisement des animés? Et si la frontière était un continuum? Et etc. Et après, on s'est posé la question du comment, en fait. Comment noter les rythmes de vie? Comment passer d'une vision ressourciste de la Terre à autre chose? Comment vivre dans les ruines en prenant compte le temps long de certaines ruines, voilà, bref. En tout cas, tout ça a donné des variations que nous, on a appelées des potentiels cartographiques. Et là, je voulais vous montrer autre chose, c'est la question du point de vue. Donc ça, c'est une notion qu'on a empruntée à Emanuele Coccia, qui a écrit La vie des plantes. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. En tout cas, lui, il utilise cette notion de point de vie, notamment pour parler justement des plantes, du végétal. Et on a trouvé ça très intéressant parce que ça nous amenait à penser à un continuum entre soi et le corps et l'espace et le territoire, donc comme la plante, l'arbre qui en fait est autotrophe et qui est lié absolument à son territoire dans un processus de continuité même matérielle, physique. Finalement, on s'est dit, même si nous on est mobile et on est quand même dans ce rapport-là d'inscription dans un territoire et de continuum qui parfois est justement plein de ruptures. Il faut justement peut-être voir quels sont les fils, quelles sont les ruptures, comment on s'inscrit ou non aussi bien dans ce territoire. En tout cas, on est parti de... Ça, c'est justement l'extrait d'un rapport de fabrication. Donc, on est parti de soi. Enfin, il y a soi, on a un intérieur, on est comme une monade, et autour se trouve un extérieur du monde. Ensuite, on a pensé ce soi-là en extension. Par quelle strate, en fait, on partait par exemple de la peau au sol et aux profondeurs ou au lointain. Enfin, les habits, le seuil d'une maison, c'est aussi des seuils par lesquels on peut passer. Et par aussi, encore une fois, par un processus de renversement entre intérieur et extérieur, on a construit cette nouvelle lentille optique avec justement ce corps dans lequel est intégré tout l'espace et le monde en fait. Donc c'est plus le soi et autour le monde, c'est l'inverse, le corps englobe le monde. Donc on va voir avec des exemples, ça sera plus clair. Pour l'instant on est dans une sorte d'abstraction. Mais du coup à partir de en fait soi, tout autour, comme ça, la peau, on va vers le monde qui est à l'intérieur. Et ça permet plusieurs choses. Donc voilà ce que ça peut donner. En tout cas, on voit une coupe de la peau là, avec une pilosité par exemple, et puis après le seuil de la porte, puis après voilà, on change d'échelle pour aller vers une plus grande échelle finalement au centre. Donc c'est un peu contre-intuitif.
Mais ce que ça permet, c'est de pouvoir lire en fait des phénomènes qui touchent à la fois l'échelle géographique et les corps en fait, comme je sais pas, les pluies acides, la sécheresse. Donc je voulais voilà, par exemple montrer ça, c'est-à-dire que on a associé comme dans une continuité des phénomènes qui touchent la peau. Finalement, tout le continuum est une sorte de peau et on change d'échelle comme ça. On a dessiné donc finalement ce premier corps qui était pour le livre, qui était un essai, c'est une sorte de faux modulor de comment ça pourrait être pour un humain, mais là il n'y a pas tellement eu d'enquête en fait. Et ensuite, on a notamment grâce à l'exposition qu'ont fait Alexandra et Sohail Ajmer-Baba, donc les autres membres de SOC, Société d'objets cartographiques, à Karlsruhe sur la zone critique, au ZKM. On a eu l'occasion de faire une exploration cartographique sur une des zones critiques, qui est la zone de Aubure. Et on a décidé de dessiner justement 2 points de vie qui seraient 2 points de vie non humains, ceux d'une plante, même d'un arbre, un hêtre et un épicéa. Donc voilà, on voit deux points de vie, 2 dessins d'un point de vie. On va se concentrer sur l'épicéa. Donc ça, c'est Aubure, c'est la zone critique. Quand je dis Aubure, mais c'est Strenbach, c'est la zone critique qui a été explorée pour cette exposition. Et voilà la carte. Alors, elle est très difficilement lisible, c'est pour ça qu'on va guider pour rentrer. Guider aussi de la désorientation dans ces cartes, c'est très important, c'est-à-dire que, en fait, par une désorientation, on pose la question des repères et c'est normal de ne pas avoir une visibilité totale de la carte parce que finalement, les cartographiques, on a mis longtemps à apprendre à les lire, on connaît les codifications. Et là, comme on réinvente de nouveaux repères, de nouveaux codes, il est important justement d'expliquer comment elles sont construites. Il y avait une question. Donc voilà, voilà le terrain, voilà cette zone critique avec ces épicéas. Ces images sont extraites de films qui sont projetés dans l'exposition, qui sont faits par l'artiste Sonia Lévy. Et en fait, comment on a dessiné ça, comment on a eu des informations, comment on a eu de la data sur ces arbres-là, c'est grâce justement au travail des scientifiques qui, par des monitorings, comme là, cette boîte dans laquelle est récoltée de l'eau, génère des datas qui peuvent raconter l'histoire de ces arbres, en fait. Donc, on travaille beaucoup aussi sur la façon dont, en fait, redessiner une carte, c'est aussi se reposer la question de la narration, c'est-à-dire est-ce que c'est la data qui va construire un récit ou est-ce que le récit de la carte se fait et on va chercher de la data. Enfin voilà, c'est toutes ces questions de mise en récit du territoire qui sont posées. Donc voilà, pour comprendre un peu le principe, il y a de l'eau qui est récoltée et en fait c'est de l'eau de pluie qui passe à travers justement les arbres et là à travers les racines qui est récoltée pour faire des analyses chimiques pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces pluies et comment elle est transformée ou comment ça impacte les arbres. Et c'est collecté dans des petits bidons. Voilà. Donc il y a tout ce monitoring, en fait, parce qu'il faut comprendre que c'est des paysages qui sont monitorés, et ça c'est très important aussi de comment, à partir d'un paysage monitoré, on fait une autre représentation des territoires, et c'est tout l'enjeu du travail d'Alexandra Arène et Sohail Ajmer-Baba dans cette exposition, c'est qu'ils n'ont dessiné le territoire, pas du tout par rapport à la topographie, mais que à travers les datas qui avaient été collectées. Du coup, l'espace est complètement repensé à travers ça. Donc, je vous invite à aller voir l'exposition, parce qu'il y a une version virtuelle sur Internet, c'est ZKM, c'est trouvable, parce que bon, pour l'instant, les échanges transfrontaliers ne sont pas très évidents. Donc voilà, et en fait, à travers ce chantier un peu du point de vue du être, on voit qu'on raconte plusieurs histoires. On raconte des histoires par exemple, des racines, on raconte l'histoire du scolite, et c'est sur cette histoire que je vais me concentrer. Mais en gros, chaque faisceau raconte l'histoire à partir de quelque chose de microscopique jusqu'à la grande échelle et jusqu'à la question des cimenteries en Asie qui rejettent des poussières et qui vont impacter l'épicéa dans cette zone critique. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est un peu de lier par un récit. Donc,
Aurélien parlait de fiction, mais il y a aussi des questions de récits territoriaux qui sont des moyens de raconter le territoire, et on tire des fils comme ça. Donc voilà, le scolite, c'est un petit parasite qui vient se loger derrière l'écorce dans le cambium de l'arbre, parce que c'est quelque chose de sucré, donc voilà, il vient se loger là, et en fait, sa vie est complètement favorisée par le réchauffement climatique. Du coup, voilà, les arbres perdent leur écorce et donc sont en voie de fragilisation. Et ça, c'est raconté par cette carte, justement, qui montre dans la peau, l'écorce, ce scolite qui vient se greffer, et comment ça impacte jusqu'à la chute des épines qui vont acidifier le sol. Voilà, comment on part d'une microbactérie qui vient contaminer un corps qui est en fait très lié à ce qui se passe ici, c'est-à-dire le rejet des cimenteries et plus globalement le réchauffement climatique. Donc voilà comment en fait une carte elle permet aussi de rapprocher les échelles et de faire exister sur un même espace de papier une sorte d'image impossible qui fait coexister des échelles et des sens et des histoires. Donc, voilà la même histoire par petit schéma. Donc je voulais terminer, enfin en tout cas cette partie sur une dernière expérience qui est celle du paysage partagé, donc paysage vivant. Dans le livre, on est parti de cette carte-là, c'est-à-dire une carte que tout le monde connaît, d'Île-de-France. Et en fait, la question, c'est comment on est passé de ça à cette carte. En fait, on a fait l'expérience de dire on va gommer tout le fond de carte. On va se dire que finalement, tous les traits qu'on voit, c'est des infrastructures qui conduisent le vivant. Si on part des terrains de vie, des terrains d'habitude, peut-être qu'on va arriver à d'autres topographies, d'autres schématisations de l'espace. Voilà, donc on est arrivé sur cette carte. Dans l'idée aussi que finalement, il ne faut pas penser tout cela comme une architecture, enfin cette architecture un peu de l'anthropocène, on pourrait aller vers une architecture un peu de la capsule, de la protection, de s'extirper d'un monde qui est un peu, qui est à la fois fascinant, mais qui fait aussi peur parce qu'il est toujours mouvant et parce qu'il peut devenir dangereux avec cette crise. Mais non, il faut s'ouvrir à la multitude des espèces qui vivent et essayer de montrer cette multitude-là, essayer de montrer un peu toutes ces signatures spatiales, comment elles se superposent, comment elles négocient, comment elles peuvent faire monde commun. Donc on était parti de la référence du portulan. Donc le portulan, c'est ces cartes anciennes justement qui partent de la côte pour penser à la surface maritime. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, ça permet de penser à un espace liquide. Si la Terre était aussi une sorte de portulan, si on le dessinait de la même façon dans cet espace liquide, comment les choses pourraient s'articuler les unes aux autres. Donc voilà le modèle que ça nous a inspiré. Et pour en fait dessiner ce modèle, on part du point de vue de chacun. Donc un point de vue, c'est là dessiné comme une monade, ça pose la question de son adhérence, enfin, de toute sa morphologie. Donc comment ils peuvent se déployer, comment justement quel est ce corps et comment il dialogue avec l'extérieur, mais aussi comment il adhère au sol, c'est-à-dire est-ce qu'il est ancré, est-ce qu'il est soudé, est-ce qu'il n'arrive pas à s'ancrer au sol, est-ce qu'il est ricoché, est-ce que justement quand on est dans un phénomène d'immigration, il n'y a pas ce truc de ne pas pouvoir s'ancrer au sol. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui joue sur le réseau, donc quel est ce point de vie? Et on se pose la question de sa base. Qu'est-ce que c'est sa base? Est-ce que voilà, c'est un territoire d'appartenance, mais pas forcément? Est-ce que c'est l'espace domestique? Est-ce que c'est voilà, quel est ce port d'attache? Quelle forme il a? Quelle spatialité il a? Comment il se définit? Comment on peut le décrire? Et ensuite, il y a le territoire d'habitude. Donc voilà comment ce point de vie se déplace, quels sont ses déplacements au quotidien, par quoi il passe, comment la récurrence en fait trace des sillons qui vont devenir une sorte de signature territoriale. Donc voilà, quel est ce territoire d'habitude, et ensuite, quel est le territoire élargi de ce point de vue. Donc ça va jusqu'à l'horizon d'attente, jusqu'à un peu des mondes aussi virtuels, des mondes qui n'ont pas forcément de matérialité. Donc à partir de ça, en fait, on se rend compte en interrogeant, du coup, pour le livre, on avait interrogé une vingtaine de personnes, on arrive à des dessins qui sont très très différents finalement, qui peuvent voilà, représenter tout ça.
Et on a fait le même exercice avec justement des nains humains grâce à des données d'éthologues. Et on se rend compte en fait qu'il y a des géométries, là je sais dans le livre, mais il y a des géométries qui peuvent se... Enfin, si on efface cette question d'échelle, il y a des géométries qui se comparent en fait. Est-ce qu'une puce, finalement, elle ne fonctionne pas comme un système, comme si on prenait le métro et que voilà, on saute d'une chose à l'autre et qu'on a juste une emprise très, très partielle sur un espace, voilà. Et à partir de toutes ces signatures territoriales, on s'est demandé comment en fait elles vivaient ensemble, elles s'imbriquaient, elles pouvaient coïncider ou pas, ou rentrer en conflit. Et voilà en fait là où nous a aidé le portulan, qui est comme une ronde incluante, chaque point peut être un peu le point de départ du point de vie. Et à partir de chaque point, on peut développer, donc ça c'est une communauté, ça peut être, je sais pas, les étudiants de cette école ou la communauté de recherche ici. Enfin, voilà, on fait rentrer dans la ronde ce qu'on veut en fait, enfin, la communauté ou pas, enfin les gens qui sont en présence sur un territoire. Donc ça pose aussi la question de voilà, qui on fait rentrer ou pas, pourquoi on a invisibilisé certaines personnes, c'est la question de voilà, à qui on ouvre la porte dans cette ronde incluante. Et à partir de tous ces points, voilà, se développent ces géométries qui vont voilà, dessiner des choses très très différentes et qui vont rentrer en contact à des endroits qu'il va falloir regarder de près dans la façon dont ils font commun en fait. Quels sont ces espaces-là. Donc voilà quel genre de carte cela peut donner. Ça c'est vraiment à la suite de workshops où on fait discuter en fait ces différents points de vie, ces différents terrains de vie, où on fait discuter à la fois les différentes entités ensemble, mais aussi voilà, des humains sur la façon dont ils conçoivent ou ils se représentent leur territoire. Donc là, c'est l'exemple d'un workshop qui a eu lieu à Lyon, au festival à l'école de l'Anthropocène, organisé par Lusso. Et ce qui est intéressant, c'était un des workshops qu'on a mené où il y avait je sais pas, une quarantaine de personnes. Et on a vraiment pu aller chacun dessine son terrain de vie jusqu'à la question de l'écriture collective sur cette carte. Et en fait, elle est intéressante cette image parce qu'une fois qu'on a dessiné tous nos terrains de vie, quand on les superpose, voilà, en fait, il y a une sorte d'illisibilité, de confrontation de toutes des fragments territoriaux. Et après, tout l'enjeu, c'est de pouvoir discuter jusqu'à arriver au dessin de ce sol, de cette cohabitation territoriale, une nouvelle vision. Et ça, c'est intéressant parce que c'était à Lyon, donc du coup, c'était avec des Lyonnais. Et ça dialogue avec, parce que c'est un mix de la carte sol et de la carte paysage vivant, donc ça dialogue avec la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, justement sur la vallée de la chimie, sur ce territoire lyonnais. Donc en fait, c'est plein de versions du territoire, c'est plein de versions de la réalité finalement, mais c'est volontaire, c'est-à-dire que ces cartes-là, c'est des moments, c'est des expériences cartographiques. La finalité est aussi importante que l'expérience vécue en atelier. Voilà, et avant de repasser justement sur cette question de la multitude et de la coexistence des points de vue et des terrains de vie, je voulais revenir sur un peu justement l'enjeu de la carte pour nous. Donc la carte, elle est pensée comme vraiment un outil d'autonomisation et de notation cartographique. L'idée, c'est de chercher une nouvelle grammaire pour comprendre et expérimenter le monde et ouvrir justement à la lecture d'autres voies, d'autres manières ou d'autres écritures du territoire. Donc, pourquoi la cartographie? Parce qu'au départ, on dit quand même que c'est un outil de colonisation, parce que finalement, le fait d'avoir des zones blanches dans les cartographies, c'est inviter à la conquête. Les aplats verts, c'est penser que justement, le vivant est une sorte de matière homogène. Pourtant, en fait, les cartes, même ce qui nous a rassemblés toutes les trois, c'est aussi leur capacité à déployer des mondes et le fait que en fait, chaque outil de représentation offre une vision du monde qui va conditionner nos actions sur celui-ci. Donc en fait, on envisage un peu ces cartes comme des objets frontières, des choses qui font dialoguer à la fois les disciplines, mais qui sont aussi des artefacts pour faire coexister des différentes versions de la réalité. Donc notre leitmotiv, c'était toujours de révéler un peu un monde invisible, de déjouer le caractère lissant de la cartographie et de repeupler les cartes, puisqu'on a dit que Terraforma, c'était un moyen de réfléchir à la manière d'habiter parmi les vivants. Voilà. Et en fait, tous ces échantillons collectés à travers la série en fait, des ateliers, donc on est à une dizaine, dans des
circonstances très très différentes, des fois dans des écoles, mais des fois liées à justement des manifestations scéniques autour des projets de Brunatour. Donc c'est très varié comme dispositif, donc ça veut dire qu'il y a des publics variés. On a aussi fait dans des classes de primaire, donc voilà, ça paraît compliqué, mais c'est des choses qui peuvent aussi parler enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite dans la façon dont chacun peut se saisir en fait de cet outil-là. Et en fait, tous ces échantillons collectés, c'est un peu notre manière de penser le multispecies storytelling de Haraway. En fait, c'est une manière de raconter, de contrer un peu la lecture unique que propose l'aménagement, et pour qu'il n'y ait pas une seule version de la réalité. Et là, je vais repasser la parole à Aurélien pour nous parler justement de cette question du pluriverse. Oui, voilà. Oui, parce que, enfin, si je refais la transition que tu viens de faire, il y a une chose, en fait, que tu as bien, enfin, je trouve qu'il apparaît dans les explications que tu as données de Terraforma, c'est que finalement, la modernité, elle a simplifié pour représenter. L'époque enfin, je sais pas, depuis les années 70, pour faire simple, on parle de complexité, que ce soit Morin ou d'autres, même la tour avec l'acteur réseau, etc. Et il y a un enjeu, c'est-à-dire comment on représente la complexité pour la rendre accessible. Tu le disais bien, c'est-à-dire la carte n'est pas immédiatement lisible pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'en maîtrise pas tous les codes a priori, comme si on lit une carte routière dont on maîtrise les codes, mais aussi parce qu'on représente des choses qu'on n'a pas l'habitude de représenter. Donc on ne sait pas les reconnaître. Et ça, d'une certaine manière, ça va aussi avec une autre chose que tu as évoquée, c'est l'idée que, en parlant des points de vie, c'est que on a longtemps, nous, dans notre tradition moderne, envisagé le corps comme une monade, ou en tout cas comme quelque chose qui faisait la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et je pense qu'il y a un enjeu, et enfin, les exemples que tu as donnés, mais il y a toute une littérature autour de ça, depuis Husserl jusqu'à David Abraham, dont on parlait tout à l'heure, et en passant par Merleau-Ponty, sur le corps ouvert, en fait. C'est-à-dire le corps, c'est plus finalement la frontière, c'est au contraire la membrane qui fait, qui laisse passer les choses de l'intérieur vers l'extérieur, et ça pose la question du coup de la relation. Et donc, si on définit les choses non plus en termes de frontières ou en termes de relations, c'est là qu'on se rend compte que, tu l'as dit, tu as utilisé ce mot-là à plusieurs reprises, bah, en fait, il y a plusieurs versions d'un même territoire, mais il y a aussi plusieurs versions d'un même corps, plusieurs versions, en fait, plusieurs récits pour une seule et même chose. Et l'idée du plurivaire qu'on va aborder maintenant, en fait, c'est celle-là, c'est de dire qu'il n'y a pas une seule version du monde. Contrairement à l'universalisme, en fait, ben, il n'y a pas un universel, il y a des pluriversaux. Je ne sais pas si le terme est tout à fait correct, mais en tout cas, c'est un peu cette idée-là. Et alors, pourquoi on s'est posé cette question-là, Axel et moi C'est parce que dans les discussions qu'on a eues, moi, je lui ai souvent dit que oui, je ne sais pas si je peux passer je peux pas passer les slides. Mais du coup, quand je lève le petit doigt comme ça, c'est là que tu fasses les slides. C'est qu'il y a un impensé, enfin, en tout cas, moi, je considère qu'il y a un impensé dans les humanités environnementales ou dans les théories de l'anthropocène ou dans le design écosocial ou dans enfin, tout ce qui essaye de repenser en fait notre rapport au monde à partir des différentes crises qu'on peut nommer de différentes manières, écologiques, sociales, économiques, peu importe. Et j'ai le sentiment en fait qu'on a toujours mis de côté la question de l'objet. Ou simplement en disant que l'objet était le problème, et du coup on n'en parle pas, on essaye de retourner à quelque chose qui ne serait pas le problème, que pourrait être la nature, ou le sauvage, ou je ne sais trop quoi d'autre. Mais on ne se pose pas la question finalement, du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire d'un monde dans lequel l'objet est totalement omniprésent. Et enfin, moi, je le dis souvent comme de manière anecdotique, mais aussi révélatrice. Aujourd'hui, il y a des objets fabriqués par l'homme
qui sont sortis du système solaire. Et donc, il y a de l'artifice à des distances de nous qu'on ne mesure même pas, et pourtant, on a tendance à faire comme si on pouvait revenir à quelque chose de non artificiel ou d'anté-artificiel. Alors, une fois cette parenthèse précisée ou ce propos posé, je veux bien que tu remontes du coup, Axel, premier, voilà, au premier slide. Et finalement, c'est ce que Terraforma met bien en avant, c'est que ce que dit ici Morisot, enfin Morisot, il le dit, mais d'autres l'ont dit aussi, hein, c'est juste la citation était bien tournée, mais c'est que l'idée que nos représentations, finalement, c'est elles aussi qui nous ont amenés dans la situation dans laquelle on est. Et donc la situation devient problématique. Une des façons de reposer la question ou d'essayer de trouver une solution, bah, c'est d'essayer de modifier, de transformer nos représentations. Et donc, et là, Alexis l'a dit avec sympathie en disant que je faisais le philosophe à mes heures, c'est la question ontologique. C'est-à-dire quelles sont les ontologies, quels sont les discours sur l'être qu'on peut essayer de formuler pour justement changer de focale, trouver une nouvelle lentille optique, trouver d'autres choses à représenter que celles qu'on a l'habitude de représenter. Et une des choses que je trouve moi frappante et qui m'intéresse depuis longtemps, hein, on a souvent des obsessions comme ça qui traînent, qui finissent par prendre forme d'une façon ou d'une autre, mais c'est donc l'idée du perspectivisme, notamment qui est défendu donc, par Eduardo Viveiros de Castro, qui est un anthropologue brésilien, et en particulier l'idée que en fait toutes les entités qui composent le monde dans lequel on évolue peuvent potentiellement être considérées comme des personnes, c'est-à-dire comme des agents, au sens de l'agentivité physique, morale, environnementale, etc. Et souvent, justement par rapport à ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire que une des façons de traiter le problème de l'environnement, c'est de redonner à l'environnement un statut de personne ou d'agentivité, en disant que, effectivement, les exemples que je vais prendre sont peut-être triviaux, mais par exemple, le fait d'interdire les animaux sauvages, c'est justement aussi parce qu'on redonne aux animaux sauvages un statut d'entité vivante qu'ils avaient en quelque sorte perdu en devenant des objets de divertissement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on redonne à la nature, ou ce qu'on appelle la nature, je ne sais pas si la nature elle-même a jamais existé, mais ce sera un autre débat qu'il faudrait pousser, en redonnant à la nature donc cette qualité d'agent moral, on évacue encore une fois toujours cette question des objets qui, à mon avis, est importante. Et moi, mon idée est celle qu'on essaye de creuser justement avec Axel, c'est qu'est-ce qui se passe si on considère les objets comme des personnes? Comment on va pouvoir... qu'est-ce que ça veut dire en termes de représentation et justement de représentation complexe, de tissu relationnel pour l'objet si on lui redonne en quelque sorte un statut ontologique qui n'est pas simplement celui d'une chose inerte. Et en fait, le point de départ de tout ça, c'est quand même l'idée que, en fait, les ontologies, c'est pas simplement des discours de philosophes. Ça peut être des discours de philosophes qui, finalement, n'ont pas tant d'intérêt ou autre que pour le plaisir de la joute verbale. Mais les ontologies, c'est aussi des choses, comme le dit ici Escobar, des éléments, en fait, de nos représentations qui créent véritablement des mondes. Alors l'image qu'il y a derrière, et elle peut paraître folklorique, c'est celle de la révolution zapatiste, mais ce que montre bien Escobar, c'est que justement les représentations du monde indigène que véhiculent les zapatistes ont induit un tas de comportements et de pratiques à la fois politiques, mais aussi d'organisation
socio-environnementales qui ont concrètement changé le rapport au monde d'une partie des populations du Mexique, en particulier au Chiapas. Et pour les zapatistes, très justement, et ça je pense que c'est une leçon importante du zapatisme, mais pas que du zapatisme en fait, c'est ce qu'on retrouve par exemple chez Feyerabend dans Contre la méthode, pour une esquisse anarchiste, une théorie anarchiste de la connaissance, c'est l'idée qu'un des enjeux, et moi je trouve que dans Terraforma il y a cet enjeu-là qui transparaît particulièrement, c'est l'existence ininterrompue du plurivers. C'est-à-dire que en fait, notre monde, il est intéressant, et d'une certaine manière, il est riche, vivable, qu'à partir du moment où on peut faire dedans le plus de monde possible. Vouloir absolument le réduire à une seule entité, c'est d'une certaine manière l'appauvrir, voire même en faire une entité morbide, quoi. Il reste plus qu'une sorte de peau de chagrin, là où finalement on a plutôt justement de la richesse, de la diversité et une multiplicité en fait, de récits, de points de vue, de modes de vie, etc. etc. Oui, alors ce que dit encore Escobar, c'est que en fait, il y a un enjeu pour le designer, mais enfin pour le designer, lui il est anthropologue, donc je ne sais pas si c'est toujours très bien de quand il parle, quand il parle de design, mais en tout cas, il y a un enjeu, je pense, pour l'architecture, le design et les métiers de la création en général, et de la conception et de la fabrication. C'est-à-dire que justement, à considérer les objets autrement que simplement comme des objets inertes, voire simplement comme des objets humains, ça doit transformer nos outils de conception et les enjeux en quelque sorte qui sont véhiculés par ces objets. Je ne sais pas si tu peux... voilà. Pour donner un exemple de ce que ça peut vouloir dire, en fait, avec Axel, on est parti des 4 ontologies donc, de Philippe Descola, donc, qui sont définies par Descola dans Parle de la nature et culture, donc l'animisme, le totémisme, le naturalisme, l'analogisme. Je ne rentre pas plus dans le détail, parce que il est trop tard pour faire de l'ontologie, de toute façon. Axel, voilà. On pourrait rajouter en plus d'autres choses la question de la temporalité, de la spatialisation, de la figuration, de la médiation, etc. Et en fait, donc avec Axel, on s'est demandé qu'est-ce que ce serait un objet de notre quotidien, ou pas de notre quotidien, en tout cas un objet auquel on essaierait d'appliquer une autre ontologie que l'ontologie matérialiste et occidentale. Et je ne sais pas si on a pris la plus facile et la plus évidente, mais on s'intéressait à une ontologie nahuatl, donc des anciens Mexicains, qui donne tout un tas de propriétés aux objets, donc la question de la physicalité, la relation à l'environnement, du destin de ces objets, de la signification qu'ils peuvent avoir. Et je vais peut-être laisser la parole un peu à Axel, si elle est d'accord, pour qu'elle explique un peu comment elle a construit justement ces sortes. J'ai pas envie de dire que c'est des cartographies, c'est plutôt des sortes de représentations de l'objet ou du site, presque, ou du corps ouvert de l'objet. C'est ça, en fait, c'était un peu procédé par accumulation, un peu comme on l'a fait pour le point de vie, en fait, de se dire comment il est construit. Si on considère que le corps est dans la continuité du territoire, là, c'était quelles sont un peu les différentes dimensions de vie de cet objet, de la physicalité, avec la question du sens et des symboles, mais donc on a repris un peu les quatre catégories qui étaient définies par Descola. Et comment ça se représentait, comment les choses pouvaient dialoguer, jusqu'à la question du destin, de la naissance. Donc comment, par exemple, la physicalité, c'est une sorte de peau, de croûte, et comment le destin vient à l'intérieur. C'était par rapport aux descriptions qui étaient faites de ces différentes catégories. Mais en fait, ce qui est intéressant, je pense que c'est plus la question de la finalité de cette... moi, je dirais quand même que c'est une sorte de cartographie. En tout cas, l'idée, c'était de mapper ces différentes actions sur la réalité, je ne sais pas. Mais à partir de ça, après on dessine un objet ou qu'on y réfléchit, ou même dans une description, on ne va pas du tout le faire de la même façon, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans
dans une sorte de territoire, justement, territoire de vie, terrain de vie, je ne sais pas comment on peut le définir, mais dans ces avec toutes les strates de plus en plus, du plus matériel au plus immatériel, quand on parle d'imaginaire, de représentation, sur quoi aussi on vient, enfin, qu'est-ce qu'on vient projeter sur lui, comment ça résonne en fait dans ce rapport de relation en fait à l'objet. Donc à partir de ça, ce qui serait intéressant, c'est aussi un chantier qu'on ouvre avec Aurélien, c'est d'appliquer à la fois dans la description à des objets de la vie quotidienne, de manière un peu comme une expérience scientifique, et puis ensuite se dire justement quand on est dans une posture de conception et de conception d'objets, comment ça peut résonner aussi, comment on crée en fait ces liens, comment on les garde, comment on agit sur, comment on prend conscience qu'on agit sur différentes strates en fait, de couches de vie de l'objet. Je te redonne la parole. Oui, parce qu'une fois qu'on a dit les objets sont vivants, ou en tout cas qu'il faut changer notre relation aux objets, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire, si c'est simplement pour dire il faut je sais pas, avoir des matériaux biosourcés, je suis pas sûr que ça change grand-chose dans les outils de conception et dans la façon véritablement dont on construit en fait une relation aux objets. D'une certaine manière, donc ces essais de cartographie ou de représentation, ils sont là justement pour prendre conscience de, c'est-à-dire qu'un objet, au-delà même d'ailleurs de la façon dont il est dessiné, de la forme qu'il peut avoir, il va s'inscrire dans tout un tas d'autres choses que d'autres ontologies ou d'autres traditions ont pu mettre en avant plus que les nôtres. Et peut-être que dessiner un objet en tenant compte, je sais pas, de son inscription dans une tradition folklorique, ça modifie véritablement la façon dont on le pense, la façon dont on l'utilise, la façon dont on lui donne une forme. Et je sais pas si tu peux dérouler. Ouais. Et en fait, Axel parlait tout à l'heure de grammaire. Moi, un de mes grands fantasmes, c'est de faire une grammaire des objets. Je pense que j'ai réussi à convaincre Axel que ça pouvait être bien de faire une grammaire des objets. Et justement, dans cette idée pas simplement de les décrire, mais d'être capable de concevoir des objets sous à partir d'un autre point de vue, l'idée de la grammaire des objets, c'est justement ça. C'est si on arrive à déterminer justement des relations, j'allais dire syntaxiques, mais c'est pas pour rester collé à la métaphore de la grammaire et du langage. C'est si on arrive à identifier en quelque sorte des archétypes en fait qui viennent définir un certain type d'objet et un certain type de relation que ces objets peuvent mettre en avant ou mettre en exergue, alors peut-être qu'on peut faire une sorte de rétro-engineering, c'est-à-dire partir de ces relations pour produire des objets différemment. Et on a commencé en quelque sorte à faire une sorte de catalogue, alors qui est évidemment ni exhaustif ni terminé, mais dans lequel on a listé différents types d'objets qui nous intéressent ou qui nous semblent pertinents pour justement poser cette question-là. Et je sais pas, Axel, c'est un peu un de tes objets, alors je te laisse du coup le commenter. C'est d'autant plus un des objets que je considère que finalement la cartographie participe aussi aux objets optiques si on les définit comme des nouvelles lentilles. Mais dans cette famille en fait d'objets, oui, il y avait le stéréoscope parce que c'est un objet que je trouve très intéressant parce qu'il parle aussi du rapport au paysage, de la lecture du paysage, de la peinture de paysage. Et en fait, c'est cette espèce de vision 3D où c'est aussi lié au tourisme de masse, puisqu'on pouvait acheter les petites images je sais pas, des différents pics ou voilà, des endroits qui étaient des lieux de tourisme en fait. Comme maintenant on a un recul par rapport à ça, on voit aussi que c'est des mémoires de ces endroits-là, puisqu'ils ont énormément changé, donc on peut mesurer quelque chose qui servait à créer une image de la réalité presque trop réelle pour être réelle avec cette 3D. Finalement, maintenant que le paysage s'est altéré,
ça donne quelque chose d'un peu extra réaliste. Voilà. Enfin, il y a une distance par rapport à ces images-là. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est finalement que des paysages fantômes, que des paysages mutants. Voilà. Si on collectait toutes ces images et qu'on réhabilitait cet objet, il y aurait quelque chose de qu'est-ce que ça dit en fait de notre imaginaire par rapport au paysage, qu'est-ce que ça dit aussi de cette vision qu'on avait à un moment donné de justement comment on faisait de ces géographies une sorte de décor et comment maintenant on essaye d'aller vers, justement de revenir vers le sol, comment on peut donner d'autres visions aussi, par exemple si on avait une vision non humaine de ces paysages, qu'est-ce que ça voudrait dire. Donc voilà, c'est un des objets qui est intéressant et qu'on aimerait exploiter ou étudier ou mettre en question. Et un peu pour glisser, il y avait une autre catégorie. Effectivement, on est très dans un classement, dans des catégories, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment justement l'objet optique, comme on le disait, il simule en fait une sorte d'ontologie, alors que finalement l'objet de mémoire, il est dans une question de transfert, de transport d'ontologie. Donc ça, c'est des cartes inuit tridimensionnelles gravées dans du bois, qui sont comme des petits osselets en fait, et qui permettait aux navigateurs de pouvoir, alors qu'il faisait nuit, il y avait du brouillard qu'on ne pouvait pas forcément appliquer, ils n'avaient pas de support de toute façon d'inscription, ils pouvaient naviguer avec ce trait de côte un peu qui est encodé dans l'osselet. Et ces objets un peu qui peuvent être interprétés totalement différents, parce qu'ils ont quelque chose un peu, des petits totems, voilà. Il y avait l'idée de comment, en fait, à l'intérieur d'un objet, on encode un territoire, on encode un lieu, on encode avec une clé de décryptage. Et finalement, les cartographies dont je vais parler plus tôt, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un nouveau code, mais on donne on partage la clé de décryptage pour pouvoir donner accès à cette réalité, à cette version de la réalité. Et si je peux ajouter c'est plutôt l'autre image, Axel. Ouais, celle-là. C'est justement la matérialité, transmission, clé de décryptage. En fait, l'expérience qu'on a fait avec l'ontologie des anciens Mexicains qui parlent de physicalité ou de destin des objets, c'est une façon aussi de dire qu'on peut essayer de lire les objets différemment. Et l'exemple là des cartes tridimensionnelles inuites, sans rentrer dans l'ontologie inuite, d'ailleurs, que moi je ne connais pas, je ne sais pas si toi tu connais Axel, mais déjà avoir l'idée que cet objet-là, c'est une cartographie et qu'il utilise comme élément de représentation la matérialité, la transmission et le décryptage, c'est déjà en fait utiliser une autre grammaire que celle qu'on a l'habitude d'utiliser. Et donc l'idée c'est d'explorer encore une fois les objets, les matériaux, les usages, les comportements, en essayant de faire ressortir ces éléments-là. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Et en fait, ce qui est intéressant de ces objets, c'est aussi que c'est des espaces de convergence. En fait, ce qui est intéressant... Je t'écoute la parole. Non, mais non. C'est des espaces de convergence entre les différentes strates temporelles qui composent le territoire et leur représentation. En fait, il y a un mix entre la représentation et le territoire. C'est ça qui est intéressant, en fait, je trouve. Pardon, du coup. Non, vas-y. Peut-être tu peux parler de celui-là. Oui, et toujours pareil, c'est-à-dire que dans les objets vivants, le premier auquel on peut penser, c'est l'objet personnage. C'est l'objet qui vient matérialiser une sorte d'anthropomorphisme. Ça, c'est le fameux robot de Metropolis lui-même inspiré de Les Futurs de Villiers de Villatan. Et cet objet-là, moi je le trouve particulièrement intéressant parce que il est témoin du fait que même l'ontologie moderne la plus industrielle, je pourrais dire, ou la plus mécaniciste, en fait, elle est profondément animiste. C'est-à-dire que quand on lit Les Futurs, donc qui est un roman de science-fiction de Villiers de Villatan, le personnage principal c'est Thomas Edison, qui est une espèce de capitaine, que tout le monde connaît, hein, c'est un capitaine d'industrie qui n'a rien à envier à Elon Musk ou à Bill Gates, quoi, voilà.
Et ce qui est intéressant dans le roman de Villiers du Ladan, c'est que, et d'ailleurs dans la vraie vie de Thomas Edison, c'est que les avancées d'ingénierie et de technique qu'il va mettre au point, dans le roman, il va les utiliser pour recréer une femme artificielle, qui sera en fait une sorte de clone de la femme d'un de ses amis qui a disparu dans le naufrage du Titanic, peu importe. Et on sait aussi que Thomas Edison, quand il utilise le phonographe et toutes ces choses-là, c'est pour écouter la voix des morts. Et donc en fait, il y a même dans ce qu'il y a de plus moderne dans l'imaginaire qu'on pourrait identifier comme juste cyborg, le robot, la mécanisation de l'humain, etc., etc. Bah, en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a aussi des choses qu'on pourrait plus facilement associer à du folklore chamanique ou animiste. Et moi, je prends toujours cet exemple-là, c'est que quand votre imprimante elle ne marche pas, souvent vous lui tapez dessus ou vous l'insultez. Et en fait, c'est déjà la preuve que dans nos comportements quotidiens, les objets, on les dote d'une sorte d'agentivité ou de personnalité. Oui, enfin, ça on peut passer ce qu'on a déjà parlé. Et puis, peut-être pour conclure, et puis après, comme ça on aura le temps peut-être de discuter avec les gens qui sont présents, qui nous font l'honneur d'être présents ce soir, c'est qu'une des conséquences, je trouve, moi, de tout ce qu'a dit Axel, de tout ce qu'elle a montré, et voilà, de ces choses que nous sommes en train d'explorer ensemble, c'est qu'un des enjeux, à mon avis, pour des étudiants aujourd'hui en design, en architecture, d'intérieur, c'est de se couper un peu de la base anthropocentrique. Alors quand je dis la base anthropocentrique, ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer l'humain de la question. Simplement, c'est un élément de l'équation. Et en fait, il y a une multiplicité d'autres points de vue qu'il faut explorer pour explorer comment donner la tête, et valoriser les choses qui, d'une certaine manière, on peut aussi revaloriser parce qu'en fait, quand on rentre dans toutes ces considérations en tant qu'architecte ou qu'urbaniste, on a un peu un moment de blocage, c'est-à-dire que comme on fait que lister les impacts qu'on a, au moment on se dit quelle action je peux avoir, ou justement est-ce que je dois arrêter d'avoir une action, comment je peux redéfinir ma pratique. Alors moi j'ai choisi un peu de me déplacer et d'aller vers les questions de fabriquer des outils, parce que pour moi c'est aussi fabriquer de l'architecture, parce que la question du chantier du regard fait qu'on va guider des actions qui sont différentes, qui seront différentes, qui prendront en compte un autre type d'altérité, dans l'idée que chaque projet d'aménagement, c'est aussi l'histoire d'une relation à un sol, à une altérité qui habite. Donc voilà, il y a ces questions-là. Mais après, il faut se dire qu'on reste humain. Et comment on se situe dans cette équation, comment on fait un peu cosmopolitique par la carte, en l'ouvrant, en lui donnant un pouvoir aussi le mot empowerment est difficilement traduisible, mais voilà, en faisant un outil partageable. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir avec